Allez, on démarre. Premier site, le Causse du Larzac, Cédric Champollion et Simon Carrière. Eh ben, bonjour. Bonjour. Merci de la présentation, de l'invitation et d'être là. Je ne vais pas faire mon arbre généalogique, parce que Champollion, ça remonte aussi à un peu de temps. Je n'ai pas osé le faire. Hein. Mais moi, je l'ai fait. Donc, on est avec Simon, tous les deux anciens chercheurs, et on bosse sur Larzac depuis... Mettez-vous au milieu. moi, depuis quelques années. Simon, depuis un peu moins, parce qu'il est plus jeune. Et il n'y a pas les tutelles, mais on est tous les deux anciens chercheurs, donc on vit tous les deux la complexité d'enseigner, d'aller sur le terrain, qui peut être assez près ou assez loin de là où on bosse. Donc s'il y en a qui veulent le faire passer plus haut, ça peut être intéressant. Donc le but aujourd'hui, c'est de parler du Larzac, de ce qu'on y fait. Donc moi, je suis plutôt, on va dire, physicien, pas au sens d'Agnès, mais physicien quand même, au sens d'Éric. Et Simon, il est, je ne sais pas trop, hydrogéologue, écophysicien, je ne sais pas ce que j'ai mis. Éco-hydrologue, ça va bien. Et le but du jeu, aujourd'hui, c'est de vous parler du Larzac. Alors, d'un point de vue très pratique, le Larzac, c'est à 1 heure d'ici, au nord de Montpellier. C'est un site karstique, donc il y a de l'eau qui tombe, elle va sous terre, et après c'est compliqué, et elle tombe, c'est déjà compliqué. Et donc on bosse là-haut depuis 2011, et on essaye d'avoir une approche géophysique à la base, beaucoup axée sur, au départ, faire des nouveaux instruments qui mesurent l'eau qu'il y a sous terre. On le fait encore, c'est un des objectifs qu'on a. Et puis ça s'étend parce qu'on ne peut pas faire que ça. Au bout d'un moment, la géophysique, c'est un peu limité. Et donc, on étudie le karst. On s'occupe que du karst au sens large, que ce soit l'eau dans le karst. Et puis, on essaye de faire un peu d'autres choses. Donc, c'est un observatoire qui est intégré localement, nationalement, tout ça. C'est super. Et donc, on le voit ici. Si ça marche, hop. C'est la base, l'observatoire du Larzac. C'est impressionnant. Et là, il y a un chercheur. Et c'est là-haut qu'on mesure des choses dans la cabane ou à côté, sous terre. Alors, un plan vue du ciel pour montrer que il y a plein de tuyaux. C'est tous les tuyaux qu'on a enterrés. Maintenant, on a un plan parce qu'on n'avait pas de plan. Donc, dès qu'on mettait un tuyau, c'était compliqué. Et l'intérêt de cette diapo, c'est juste de montrer qu'il y a des choses, pas mal de choses enterrées qui traînent sur place. Typiquement, il y a un sismomètre qui était là avant et qui va venir par là. Il y a une tour à flux qui marche plus ou moins bien, parce que des fois, on n'a pas le temps. Mais grâce à Plus Chabon, on a essayé de le faire marcher, grâce à leur matériel, là, d'ailleurs. Et puis, ça aurait dû servir avec Simon, ce sera un peu plus tard. Mais il y a aussi une observation géodésique. Donc, il n'y a pas Eric Dorflinger, mais on a un GPS. Et puis, Jean Chéry installe des inclinomètres, des stratiméters, des choses plus orientées géophysiques, terre solide. On regarde comment le sol se déforme. Et l'intérêt, l'originalité entre guillemets du Larzac, c'est de se dire, eh ben ça, à quoi ça peut servir pour l'eau? Quels sont les signaux hydrogéologiques qu'on peut tirer? Et on a commencé il y a 10 ans par la gravimétrie. On s'est dit, eh ben l'eau, mesurons-la, pesons-la, et on va voir qu'est-ce qu'on peut en déduire. Donc je vous montrerai des photos après, des figures. Et aussi, donc il y a un peu d'écophysiologie qui commence maintenant avec la thèse de Bertille, encadrée par Simon. On mesure comment les choses s'évaporent, comment ça pousse. Simon parlera mieux que moi. Et puis, il y a j'ai mis Pétro parce qu'en grec, Pétro, ça veut dire pierre. On fait de la chimie. J'aurais pu mettre autre chose que Pétro. J'aime bien la blague. Des cailloux et de l'eau. C'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire maintenant, qui est un peu nouveau. Et moi, ce que j'aimerais faire un jour, mais j'ai encore le temps, je suis à la moitié de ma carrière, c'est créer un endroit. En plus, le Larzac, il n'y a aucun enjeu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup d'agriculture. Il y a relativement de l'eau, donc il n'y a aucun enjeu, on ne s'embête pas, où on peut faire de la science, au sens large. Peu importe ce qu'on y fait, et avec qui on le fait. Alors, vu que je suis le premier à parler, j'ai le droit d'avoir des diapos qui ne servent à rien, qui sont très générales. Les autres ne pourront pas le faire. Enfin, je ne sais pas si c'est prévu sur Plus Chabon. Non, mais c'est malin. Stratégiquement, c'est malin. Pour occuper le temps, quand on n'a rien à dire. Ouais, après, je vois plus. Ouais, c'est pas bon de tourner le dos à la caméra, oui. Là-haut à gauche, c'est bleu, et puis à droite, c'est rouge. On peut le faire, si vous voulez. La présentation ? Ah.
Donc qu'est-ce qu'on voit? Que la température augmente. Donc la température augmente, on le voit très bien à gauche, on le voit très bien à droite. Alors c'est pas une observation, ça c'est une réanalyse, c'est du modèle plus ou moins, mais c'est pas grave, donc ça c'est clair. Et puis quand on passe au contexte hydroclimatique, là ce sont les pluies, ce qu'on voit c'est que sur le Larzac, c'est très variable. Dans le modèle c'est pas très variable, mais en vrai c'est très variable. Il pleut en moyenne 1 mètre par an, ce qui est pas mal. Mais ça varie entre moins d'1 mètre jusqu'à 3 mètres, suivant les épisodes sévenols qui arrivent ou pas. Et on voit aussi que c'est assez stable. En moyenne, ça décroît un petit peu, mais ça décroît à peine. Et il y a des tendances long terme liées à la climatologie, au NAO, etc. Et ça, on va le voir dans nos données. Donc, un climat qui se réchauffe, de l'eau qui tombe, oui, des fois moins, des fois plus, ça dépend des années. Et nous, ce qu'on fait là-haut, c'est, entre autres, ce que j'ai mis en avant, c'est de la gravimétrie. Alors très simplement, la gravimétrie, vous l'avez tous vu à l'école primaire, hein, c'est Newton qui a dit que les pommes tombent vers le bas. Et elles tombent vers le bas parce que la Terre a une masse. La gravimétrie, c'est peser la Terre. Alors nous, on ne pèse pas, aussi, d'ailleurs, on pèse toute la Terre, mais ce qu'on va regarder, c'est comment ça varie dans le temps. Parce qu'à notre échelle humaine de temps, ce qui varie, essentiellement, c'est l'eau. Et ça, on peut le mesurer, et donc on peut voir est-ce qu'il y a plus ou moins de masse sous terre, à l'échelle journalière, du mois, de la semaine, de l'année, et de voir est-ce qu'il y a plus ou moins d'eau dans le sol. Donc Newton a dit ça tombe, c'est lié à la masse et la distance. Pour preuve, ce qu'il y a entre vous, quand vous êtes deux, votre attraction vers votre voisin, physique, c'est ce qu'on peut mesurer. C'est en gros 10 nanomètres par seconde carrée, donc c'est pas beaucoup, c'est 9,8, et c'est le 9e chiffre après la virgule. Et ça, c'est ce qu'on mesure, c'est la sensibilité qu'on a. Quand on s'approche du gravimètre, il nous voit, il nous pèse, comme vous vous attirez les uns les autres, sauf qu'on est tout seul, en général. Et donc c'est celui qu'il y a là, qu'on a vu dans le film d'ailleurs, l'instrument qui mesure la gravité, sachant que sur le Larzac, on est toujours à mi-chemin entre faire de la géophysique et faire de l'hydrogéologie. Donc là, avec celui-là qui est installé en permanence, on fait de l'hydrogéologie, et puis celui qui est au milieu, il y a des instruments, je ne vais pas rentrer dans le détail, on fait de la géophysique, on compare, on a une activité de métrologie, vaguement, pas de la vraie métrologie physicienne, de la métrologie géophysicienne, et donc là, différents instruments, et puis des fois, il y en a qui sont moins chers, comme ici, qu'on peut amener sous terre. C'est une des particularités qu'on a aussi, c'est qu'on va voir le karst tel qu'il existe. Dans le karst, il y a des trous, on n'a pas besoin de forage, je suis désolé, je ne sais pas où est Gilles, on peut y aller comme ça, et on peut voir ce qui s'y passe. Donc le but du jeu, on fait de la gravie, on mesure la masse, l'eau a une masse, donc on mesure l'eau. Vu qu'il n'y a pas de volcan, il n'y a que de l'eau qui varie. Donc ça va directement à la fin, le résultat que j'ai mis en avant. Donc c'est un graphe compliqué, il y a 2 couleurs, 3 couleurs. On commence en 2011, on finit en 2024, c'est le temps, les années. Donc il y a un trou au milieu. Le trou au milieu, c'est parce que des fois ça ne marche pas. Quand on mesure, des fois ça ne marche pas. Et puis ce qu'on voit à gauche, c'est la pesanteur terrestre. Comment elle a varié dans le temps. Pas la valeur absolue, ça n'intéresse pas beaucoup. Comment ça a varié dans le temps. Alors on a corrigé de pas mal de petites choses, la Lune, le Soleil, tout ça, parce que c'est ce qu'on voit au premier ordre. Ce qu'on voit là, c'est ce qui reste, ce qu'on ne sait pas expliquer. Et donc ça, c'est les variations de gravité, 2 sur le Larzac. On voit chaque année, j'ai mis en vert, je pense que c'est juin, juillet, août, en vert des bandes qui marquent les années, qui marquent les étés, et on voit donc que le maximum, ou plutôt le minimum de gravité, souvent est atteint à la fin de l'été, ce qui est logique. Il a plu ou pas pendant l'automne, il a plu ou pas un peu au printemps, c'est assez important en fait, et on voit la ressource en eau. On voit là que la gravité augmente, donc le Larzac, cette grosse éponge, comme un karst, se remplit. Il y a plus ou moins d'eau. Et puis, on voit que depuis 2018, il décroît. Alors, il y a des points rouges, je ne les ai pas tous mis là qui ne marchent pas, j'ai mis que ceux qui marchaient, qui sont les vérifications, parce qu'on fait de la science, donc il ne faut pas juste se dire ça monte, ça descend, il faut vérifier si c'est vrai ou pas. Donc les points rouges que vous voyez là, c'est d'autres mesures, avec d'autres instruments indépendants, qui permettent de vérifier si ça monte ou si ça descend. Et puis ça, donc la figure est jeune, elle date de lundi, je pense. Et c'est marrant comme signal, parce que on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut y voir
plein de choses. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'on y voit. On y voit des cycles saisonniers dans les bandes blanches qui sont un peu décalés. On voit que ça pique le maximum, il peut être plus ou moins tôt dans la saison. On voit que l'amplitude, elle varie chaque année. Et puis, cette tendance long terme qui est probablement à relier avec NAO, l'oscillation nord-atlantique, avec le cycle des pluies qu'on passe sur le Larzac. En fait, c'est très relié. Du coup, j'ai un peu travaillé dessus, pas assez, mais un petit peu, aux pluies qu'on peut avoir l'été. Ce signal-là, c'est ce qu'on retrouve l'été sur le Larzac. Donc les pluies d'été, qui ne sont pas les plus connues, les maximums sur le Larzac, eh ben, on les voit là. Et c'est intéressant parce que pour un écophysiologue, eh ben, de la pluie l'été, enfin, j'imagine, au printemps, ben, c'est important parce que ça sert beaucoup aux plantes, c'est le début de l'évaporation, c'est le début de la saison pour les arbres, et puis ça sert finalement beaucoup, en général, pour recharger le stock d'eau dans le Larzac. Donc ce grand signal, grande longueur d'onde, c'est un mélange entre l'oscillation nord-atlantique, donc de la météorologie, probablement, mais j'en sais rien, j'ai pas eu le temps, le régime des pluies qui a changé un peu, et donc les chemins de l'eau dans le sol ont changé. On le voit que, on devine que les maximums ne sont pas les mêmes, à gauche et à droite. Ils sont très étroits et très grands à droite, ils sont plutôt mous, entre guillemets, à gauche. Donc ça veut dire que le stock d'eau dans le Larzac, il a varié différemment, suivant comment il a plu et suivant à quel moment il a plu. C'est pas très nouveau. Et ce qui m'intéresse moi, personnellement, c'est qu'est-ce qui se passe après. Parce que là, en gros, quand ça monte, c'est qu'il pleut. Quand ça descend, eh ben, c'est que l'eau s'en va. Il y a deux solutions pour partir. Il y a vers le haut, Simon en parlera, et il y a vers le bas. Donc Simon s'occupe de vers le haut, et moi je m'occupe de vers le bas. Enfin simple, c'est comment l'eau s'en va dans un karst. Est-ce que ça va rapidement ou pas, par où elle passe, etc., etc. On peut en parler autant que vous voulez, mais c'est Jean-Baptiste Charlier qui m'a dit ça. Ce qu'on fait en tant qu'hydrogéologue, c'est de chercher par où passe l'eau, suivant le régime des pluies, suivant la structure du karst. Je ne vais pas être trop long, je vais juste faire 3 phrases, parce que c'était marqué dans ce qu'on devait faire, sur les actions transverses. Et j'ai mis 3 noms, parce que c'est 3 personnes en thèse. Finalement, c'est ceux qui font des choses. Nous, on leur dit de faire, eux, ils font. Alors, on peut commencer par la fin, par Bertille, qui travaille avec Simon en thèse en écophysiologie. Elle n'est pas là parce qu'elle fait des choses. Nous, on vient, on boit un café, etc., etc. Elle fait, du coup, elle n'a pas le temps de venir. Et puis, il y a pareil, Lise Durand, qui est quelque part dans la salle, qui travaille sur le karst de manière générale. Donc, elle fait des choses aussi. Et puis, il y a Guillaume Pellier, qui lui fait de la microbiologie. J'en parlerai pas, sauf si on m'interroge, sur la vie microbienne sous terre. Comment ça a un impact sur l'altération des roches, etc. Donc, il mesure les bactéries qui vivent sous terre, voire on les colonise, on met des colonisateurs. Et puis, pourquoi j'ai mis 3 points d'interrogation ? Parce que c'est ouvert, et parce que moi j'aime le hasard. Donc, le but du jeu, c'est qu'on fasse d'autres choses, mais de ne pas savoir lesquelles. Ça peut être avec Pechabon, des trucs, ça peut être avec n'importe qui. Je m'en fiche. Et là, c'est Simon qui parle. Simon Carrière, éco-hydrologue, c'est quoi un éco-hydrologue ? Éco-hydrologue, quelqu'un qui s'intéresse à l'eau, hydro, et aussi aux écosystèmes. Ah ben voilà, mettez-vous bien au milieu, par contre. Du coup, Cédric m'a dit, viens parler de ce qu'on fait à l'interface entre l'hydrologie et l'écologie, donc je ne me prétendrai pas écophysiologue, et je pense que la thésarde que j'encadre, Bertille, non plus, mais on est vraiment à l'interface entre les deux. Et donc je vais illustrer quelques premiers résultats de son travail avec des travaux qu'on fait du coup sur le Larzac, le long d'un profil qui est à cheval entre une zone de prairie et une zone où on a un peu de, je ne sais pas si on peut appeler ça une forêt, mais peut-être un bosquet. Et donc la question qu'on s'est posée, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'en fait avec nos techniques d'hydrologue, de géophysicien, est-ce qu'on peut suivre la dynamique de l'eau dans le sol, et est-ce que ça correspond à ce qu'on va mesurer avec des techniques plutôt d'écologue, avec ce qui est à gauche, avec les mesures de flux de sève. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en tant qu'hydrologue, géophysicien. Enfin, moi, je considère que la géophysique, ça fait partie des outils de l'hydrologue ou de l'hydrogéologue.
un outil parmi d'autres. C'est une imagerie du sol, là, ce que je vous montre. C'est une coupe géoélectrique qui a été répertée à plusieurs moments, donc de avril 2022 jusqu'à octobre, quasiment tous les mois. C'est comme une coupe géoélectrique du sous-sol. Donc on a une profondeur d'investigation, donc l'axe vertical c'est environ 5-6 mètres ici, sur une longueur de 70 mètres. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la distribution de la résistivité électrique du sous-sol, et notamment on voit que sous la forêt, on n'a pas tout à fait la même chose que sous la prairie. On regarde d'abord le premier pas de temps. On suppose que sous la forêt, on a un sol un peu plus développé, un peu plus humifère, un peu plus d'argile, peut-être un peu plus d'eau, mais c'est pas dit. Mais en tout cas, le fait d'avoir des argiles, c'est un peu plus conducteur d'un point de vue électrique, et donc ça peut marquer une signature un petit peu différente. Et certainement, alors on pourrait faire intervenir des historiens, mais certainement que la forêt, elle n'a pas pris sa place, ou elle n'a pas été plantée, parce que c'est probablement planté, dans cette partie plus argileuse, où le sol est plus développé pour rien. Tandis qu'on a laissé les plus mauvaises terres à la lande. Bon. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on suit le dessèchement, donc jusqu'au mois d'août, septembre, on remarque que le milieu devient plus rouge, plus résistant, et il est plus résistant parce qu'il y a moins d'eau. Voilà. Donc si vous allez toucher une prise électrique et que vous avez les doigts mouillés, en général, ça risque de moins bien se passer que si vous avez les doigts secs. Donc c'est assez marqué, surtout sur la partie prairie, mais bon, comme la partie forêt est un petit peu plus conductrice à la base, c'est un peu moins net. Et puis après, quand il pleut, à l'automne, avec les premières pluies d'octobre, on voit que l'ensemble devient plus conducteur. On a plus d'eau en surface, réhumectation du sous-sol. Et du coup, c'est ce qu'on peut ensuite convertir ces profils en teneurs en eau. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. Et voilà. Et donc ensuite, on va essayer de voir si ça colle avec ce qu'on mesure avec les flux de sève. Donc ça, c'est les capteurs de flux de sève. Donc c'est des outils assez classiques pour les écologues. On a mis là sur 6 arbres uniquement, parce qu'on n'est quand même pas des grands spécialistes. Et puis, c'est pas facile pour nous d'aller solliciter les financements pour faire quelque chose qu'on ne sait pas faire à la base, ou pas très bien faire. Du coup, ici un exemple sur 4 jours, où on a la dynamique de flux de sève. C'est pas en millimètres par jour, je me suis trompé, c'est plutôt du millimètre par heure. Donc ça, c'est la vitesse de sève au cours du temps. Et donc on voit que pendant la journée, on a une vitesse de sève qui augmente parce que l'arbre il transpire, et puis la nuit, ça se rapproche de zéro. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est des vitesses de sève. C'est pas la donnée qui est la plus importante pour l'hydrologue, c'est pas de la transpiration en lames d'eau en millimètres par jour. Donc pour passer en millimètres par jour, soit on se base sur la littérature, et on avait trouvé que par exemple, en fait il faut moduler par la surface d'aubier, donc la surface qui conduit la sève réellement. Et donc pour avoir cette surface, soit on prend la littérature, donc on avait trouvé de l'ordre de 30%, mais en réalité, quand on faisait nos calculs, ça ne nous plaisait pas trop, donc on a fait des investigations un petit peu plus. Donc on n'a pas pu s'empêcher d'aller faire de la géophysique sur nos arbres. Donc on a fait la même chose que ce que je vous ai montré sur les troncs, en fait, sur le sol. On a fait ça, on a planté des électrodes dans le tronc de l'arbre, et on a pu imaginer la structure de l'arbre, donc comme si on l'avait coupé, mais en fait on ne l'a pas coupé. Et donc on voit clairement que le cœur de l'arbre, il est plus sec, c'est du bois de cœur, et il est plus résistant. Et puis le tour est nettement plus conducteur, donc parce que c'est là où passe l'eau. Et ensuite, on a étalonné nos estimations, en fait, pour savoir où exactement passe l'interface bois de cœur aubier, avec des carottes. On a fait 2 carottes par arbre, en triple pesée, et après on a pu estimer la teneur en eau des cernes, et ça nous a permis de délimiter bois de cœur et aubier. Et donc ça nous a permis d'obtenir une surface d'aubier moyenne de 58%, donc le double de ce qu'on avait vu dans la littérature. Et ensuite, je vous passe les détails, mais on fait un inventaire forestier, c'est-à-dire qu'on va mesurer la surface terrière sur une parcelle autour de la zone d'étude, c'est-à-dire la surface tervière, c'est la surface cumulée de troncs en fait, exprimée par hectare, et donc ça nous permet de déterminer qu'on a une surface d'aubier de 21 mètres carrés par hectare de sol.
Et donc après, on n'a plus qu'à moduler ça par notre vitesse de sève, et c'est fini. Et on a la transpiration, comme on peut l'interpréter facilement quand on est hydrologue, hydrogéologue. Et voilà, une dynamique de transpiration en millimètres par jour, qui va jusqu'à 2 mm en période de forte transpiration au printemps, exceptionnellement. Puis la transpiration diminue, passe en dessous de 1 mm par jour, ce qui est assez plutôt classique, réaliste. Et puis après, à l'automne, avec les premières pluies, on a un climat méditerranéen, la végétation repart, c'est bien connu. Bon, on n'a pas fait de grandes trouvailles. Et voilà. Et en tout cas, par rapport aux 30% qu'on avait, c'est la courbe en orange. En fait, avec les 30% d'aubier, c'était trop faible. On avait des transpirations qui n'étaient pas cohérentes avec ce qu'on attendait. Et voilà, et donc maintenant on va faire la jonction entre les deux, c'est du travail en cours. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a une corrélation entre vos travaux, entre les résultats de vos travaux. C'est complémentaire en fait, puisque ce que regarde Cédric avec la gravimétrie, c'est on investigue plus en profondeur. On est quasiment aveugle. Dans la configuration du Larzac, on est quasiment aveugle sur les premiers mètres du sol. Et surtout, le gravimètre est un peu décalé par rapport à la forêt, donc on ne peut pas étudier la forêt avec le gravimètre. En tout cas, je note que vous avez trépané un arbre, vous lui avez mis des électrodes autour du tronc. Est-ce que le comité d'éthique et de déontologie de l'OREM s'est penché sur la question? Dans la période actuelle, attention, hein, moins d'embrasser les arbres, il faut y aller mollo. Mesdames, messieurs, avez-vous des questions, des remarques, des critiques, des subventions à donner, enfin, ce que vous voulez? Oui? Non? Hop, juste en dessous de vous. Bonjour, je demanderais juste de vous présenter. Bonjour, Mina Vilaylek, communication à INRAE. J'apprends plein de choses, donc merci beaucoup. Comment est-ce que vous choisissez les arbres que vous coupez, en fait? On ne les a pas coupés, hein. On les a juste un peu piqués. On a juste mis des électrodes. Vous êtes content de leur avoir fait mal? Ça vous a fait quoi? Non, non, en fait, moi j'ai beaucoup de mal à faire du mal aux arbres. Ouais. Bon, on va pas partir dans des discours, mais... Donc en fait, le carottage, il est juste fait en prenant un trou dans le tronc, en fait. Comment vous faites le carottage, en fait? Parce que je voyais des planches de tronc coupées, donc j'avais l'impression que vous... Comme dans un fromage. C'est pas une planche, c'est vraiment... Ça fait même pas la taille du petit doigt. La carotte, je crois qu'elle fait 4-5 mm. Ouais, en général. Et voilà, donc c'est pas très gros. Hein. Mais le fait d'enfoncer la tarière, blague dans le coin, ne modifie pas les résultats? De résistivité, non, ouais. On les a fait après, de toute manière, et puis non, ça serait négligeable. Et après, pour répondre à la question, quand même, comment on a choisi les arbres? On les a choisis, on a pris des gros, des un peu plus petits, on a essayé d'être représentatif de la forêt, bosquet. Enfin, certains diront que c'est pas vraiment une forêt. Voilà. Sur la parcelle, vous avez mis vos dispositifs de tomographie? Le long du profil de tomographie électrique, oui. D'accord, voilà. Merci. À quelques mètres. Oui. Mesdames, messieurs. Oui, tout en haut. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, un de Zéter, hydrologue à l'UMR Hydrosciences Montpellier. J'ai une question à propos de la gravimétrie, c'est quelque chose que je ne connais pas bien. Qu'est-ce que ça représente, enfin quelle surface ça mesure, entre guillemets? Et est-ce que ce changement entre la période avant et après la panne peut être relié à une occupation du sol qui aurait changé? Alors, la deuxième question est facile. L'occupation du sol n'a pas changé. Donc ça, c'est facile à répondre. Sur le volume investigué, c'est une question relativement complexe. Si on revient un peu en arrière, Newton, il y a la masse en haut, et puis en bas, il y a la distance. En fait, c'est pas la peine de faire ça, hein, parce que l'ordinateur, il est là. Oui, pour montrer. Ah bah oui. Et donc, plus on est loin, plus on est sensible aux grosses masses. Et plus on est près, plus on aura des petites masses. Donc, on va être sensible à des choses petites, proches de la surface, des choses grosses, loin de la surface. En gros, sur la gravimétrie, c'est un peu les questions qui se posent, sur le karst, c'est la partie qui oscille beaucoup. Est-ce que c'est l'épikarst, les choses proches de la surface qui varient? Et est-ce que les grandes tendances, par exemple, sont la zone saturée? Et c'est des questions qui sont en discussion. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'aurais dit, c'est tout dans l'épikarst. Maintenant, je suis un peu plus nuancé, parce que je vieillis.
Et probablement qu'on voit aussi la zone saturée. Mais c'est un travail. Mais je suis surpris que vous cherchiez encore le chemin qu'emprunte l'eau. On ne peut pas mettre un colorant, un produit qui émet des ondes, des radiations, des... On peut faire des traçages naturels, artificiels. Le problème, c'est que on sait voir à l'arrivée à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il arrive vite, lentement, est-ce qu'il est très étalé ou pas. Mais on ne sait quand même pas toujours par où il passe. Et puis, on ne connaît pas très bien sur le karst la structure du karst. Comment on s'est réparti entre les conduits et des grottes, des fractures et des petites grottes, et puis le reste, la roche. Et c'est la thèse de Lise Durand. C'est quoi la roche? Est-ce qu'elle est partout pareille? On sait que non. Est-ce qu'elle est altérée? Comment elle est altérée? Et quel impact ça a sur l'hydrodynamique? Et donc c'est une question ouverte, et suivant par où elle passe, elle y reste longtemps ou pas. Donc la qualité peut changer, elle peut être vulnérable ou pas, et elle peut être résiliente ou pas au changement climatique. Ça devrait intéresser l'agence de l'eau, ça, non? Peut-être pas aller chercher des sous à l'agence de l'eau? Alors, oui et non. L'agence de l'eau, elle aime financer des choses, enfin, je ne connais pas très bien, où il y a des gens qui boivent l'eau. Et sur le Larzac, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc ce n'est pas forcément un enjeu pour l'agence de l'eau. En plus, sur le Larzac, si on remet la courbe qui ne sert à rien... Elle est belle, hein? Pas moi qui l'ai faite. Il pleut. Oui. Il pleut beaucoup. Ça ressemble pas à votre polo en dessous? C'est votre inspiration? C'est vrai. Peut-être, inconsciemment. Mais en gros, sur le Larzac, il pleut assez pour qu'il y ait de l'eau en suffisance pour les gens qui vivent là-bas, en général. Donc, ce n'est pas un enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, on s'en fout. D'accord. Une petite dernière, mesdames, messieurs. Oui, tout là-haut. Le porteur de micro va courir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Descrime. Donc j'ai bien vu que vous avez étudié le sol, que vous avez étudié l'interface entre le sol à travers la végétation. Et du coup, il y a la partie aérienne qui pourrait être investiguée. Et je ne sais pas si ça fait partie de vos projets. Et j'ai entendu parler dans les forêts tropicales qu'il y avait des rivières volantes. Et donc du coup, je me posais la question si c'est des choses que vous étudiez, que vous pouvez mettre en évidence. En moins d'une minute. Alors, je l'ai fait. Ma thèse était sur les précipitations cévenoles. Donc, j'ai regardé un peu l'atmosphère. Aujourd'hui, je n'ai pas fait parce que j'ai plus le temps. Ça serait intéressant. On l'a fait avec Simon pour l'évaporation. Il y avait pas mal de questions sur ce qu'on voyait ou pas sur les sites. C'était quoi après la suite de la question? Et sur les rivières volantes, c'est un vieux débat. J'ai posé la question à Simon pour savoir. Il m'a dit j'en sais rien. Jean a dit oui. Moi je dis je sais pas. Moi je dis souvent je sais pas. Là, ce qui est sûr, c'est que le bosquet qu'on voit, c'est un bosquet. Donc ça ne va pas avoir une influence générale. C'est pas l'Amazonie. Quelles sont les interactions entre la forêt, l'atmosphère et l'eau souterraine? C'est une vraie question. Enfin, moi je trouve aujourd'hui. J'aime bien cette question-là. Est-ce que il me reste 10 secondes. Ici, est-ce que la forêt, le bosquet, a structuré le sous-sol ou a profité que le sous-sol soit déjà structuré pour amplifier les fonctions de stockage de l'eau, par exemple, pour qu'elle puisse avoir de l'eau et évaporer? Parce que là, l'eau, l'été, il n'y a pas beaucoup, en général. Donc il faut qu'elle trouve de l'eau quelque part. Et quelle est la rétroaction sur l'atmosphère, les pluies? C'est un enjeu, moi je trouve, actuel. Et puis ça plaît, les rivières, on les appelle pas quoi? Rivières atmosphériques. Atmosphériques, oui. Sur Arte, ils en avaient parlé. Médiatiquement, ça plaît beaucoup. J'ai entendu l'autre jour le PDG de Moët Hennessy en parler. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il l'a sorti tout d'un coup. Il a vu Arte un soir. Sans doute. Merci, messieurs.